Il y a un symbole que nous utilisons tous les jours, mais presque personne ne s'est demandé d'où il venait, le point d'interrogation. Et encore plus étrange, pourquoi en espagnol doit-on aussi le mettre au début de la phrase ? Qui a décidé qu'une question devait commencer par ce signe inversé ? Il en va de même pour le point d'exclamation. Mais derrière lui, il y a des manuscrits médiévaux, des moines qui ont transcrit des textes, des académies qui ont pris des décisions. Et une histoire bien plus curieuse que tu ne l'imagines, que tu découvriras tout de suite. L'histoire des signes d'interrogation et d'exclamation ne commence pas comme une histoire de petits dessins fantaisistes, mais comme une nécessité liée à la lecture. Avant que ces signes n'existent, les textes anciens étaient lus avec beaucoup moins d'aide visuelle qu'aujourd'hui. Le lecteur devait reconstituer les pauses, les tons, les accentuations et le sens. C'est pourquoi la ponctuation est née comme une technologie silencieuse, une formule pour indiquer à l'œil comment la voix devait sonner au moment de la lecture. Il y a un premier avertissement méthodologique. Il n'existe pas de ligne droite unique depuis l'Antiquité jusqu'à nos signes actuels. Les cultures ont écrit des questions de différentes manières et certaines marques ressemblaient fonctionnellement à nos signes d'interrogation sans en être l'ancêtre direct. L'une des preuves les plus anciennes apparaît dans des manuscrits bibliques syriaques. Le spécialiste J.F. Coakley a étudié le Sauga Elaya, une double marque de points placée au-dessus d'un mot près du début de certaines phrases, utilisée pour indiquer des questions ambiguës auxquelles on peut répondre par oui ou non. L'université de Cambridge résume que ce signe syriaque est attesté avant les signes d'interrogation grecs et latins, dont les exemples les plus anciens apparaissent vers le 8e siècle. Mais cela mérite d'être étudié avec soin. Cela ne prouve pas que notre point d'interrogation provienne du syriaque. Cela prouve que le problème de marquer les questions avait déjà été résolu de manière indépendante dans cette tradition écrite. L'ancêtre le plus accepté du point d'interrogation occidental est le punctus interrogativus, associé au monde carolingien. Il n'est pas né dans un pays moderne, mais dans l'espace culturel de l'Empire carolingien, entre les monastères et les scriptoriums liés à la réforme intellectuelle de Charlemagne. Le paléographe Jean Vessin a relevé des exemples précoces dans des manuscrits de Corbie sous les abbatias de Mauvaises et Godescalc, copiés pour Charlemagne vers 700 Modramne. Et aussi dans l'évangile de Godescalc, copié pour Charlemagne entre 70 et les signes grecs, suivent la tradition grecque. Là-bas, on observe des signes en forme de zigzag ou de traits inclinés qui ne sont pas identiques aux points d'interrogation modernes, mais qui sont carolingiens, symbole de Modramne. Mais avec une fonction naissante et innovante. Pas dans le pays catholide. À partir de là, le signe a commencé à changer de forme. Dans la tradition médiévale latine, le punctus interrogativus interrompu était l'un des signes de positura, c'est-à-dire des marques qui aidèrent à clore le sens d'une phrase et à orienter la lecture. Un rapport technique d'Unicode, basé sur une bibliographie paléographique comme Parc, identifie explicitement le punctus interrogativus comme l'origine du point d'interrogation moderne et de sa forme inversée. Il indique également que la forme verticale que nous reconnaissons aujourd'hui ne se stabilise que beaucoup plus tard, vers la fin du XVe siècle. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Le point d'exclamation, quant à lui, a suivi un autre parcours. Pendant longtemps, le même point d'interrogation pouvait aussi servir à indiquer une intonation élevée ou emphatique. L'Académie royale espagnole rappelle que le punctus interrogativus était à l'origine un signe simple qui marquait la fin des phrases interrogatives et aussi exclamatives. Mais le point d'exclamation en tant que tel est arrivé plus tard.
Le sinus admirativus ou exclamativus s'est développé parmi les humanistes italiens du XIVe siècle. C'est pourquoi, si nous cherchons un lieu de naissance approximatif du point d'exclamation, la réponse la plus prudente est l'Italie humaniste de la fin du Moyen Âge, et non la Rome antique ni une invention populaire sans document. Deux légendes attrayantes mais fragiles circulent ici. L'une dit que le point d'interrogation est né de l'abréviation du mot « question » en QQO, avec le Q au-dessus du O. Une autre dit que le point d'exclamation vient de l'écriture de l'exclamation latine IO, en plaçant le I au-dessus du O. Ce sont des hypothèses très souvent répétées dans la vulgarisation, mais les preuves paléographiques solides indiquent plutôt le développement de signes manuscrits médiévaux, et non une simple fusion graphique de lettres. Même des sources éditoriales actuelles présentent l'explication du IO comme une théorie et non comme une certitude. L'explication de ces signes est mieux comprise si l'on suit les livres. D'abord, ils ont circulé dans des manuscrits. L'explication de IO n'est qu'une théorie, pas une certitude. Puis dans les universités médiévales, et plus tard avec l'imprimerie, les signes se sont progressivement normalisés dans les langues européennes utilisant l'alphabet latin. L'Espagne les a reçus dans le cadre de cette tradition européenne. Le signe d'interrogation final était celui utilisé chez les auteurs du siècle d'or spécialisés en orthographe, ainsi que celui d'exclamation. Il a commencé à apparaître dans les traités espagnols dès le début du XVIIe siècle, bien qu'il puisse encore être confondu avec celui d'interrogation. Le cas espagnol est exceptionnel pour une autre raison. Il n'utilise pas seulement des signes de fermeture, mais aussi des signes d'ouverture. Mais pourquoi ? La réponse a une logique grammaticale, car l'espagnol possède une syntaxe dans laquelle de nombreuses questions ne sont pas reconnues dès le premier mot. En anglais, par exemple, « Are you coming ?» annonce la question dès l'auxiliaire initial. En espagnol, une phrase comme « Mañana después de la reunión con los profesores y los estudiantes, vamos a revisar el informe. Cette semaine est on de don » peut obliger le lecteur à découvrir trop tard qu'il aurait dû tout lire avec une intonation interrogative. La solution espagnole a été d'indiquer dès le début où commence la question ou l'exclamation. Quand cela s'est-il produit ? La principale preuve normative indique 1754. Lara indique que l'orthographe académique de cette année-là a introduit les signes d'ouverture d'interrogation et d'exclamation comme une particularité du système espagnol. De plus, le registre bibliographique de la bibliothèque virtuelle Miguel de Cervantes en Cervantes confirme l'édition de l'orthographe de la langue castillane publiée à Madrid en 1754 par la Real Academia Española. Mais il y a une nuance importante. Au début, ce n'était pas une obligation absolue pour toute question brève. La recherche de Manuel Peñalver Castillo sur le manuel d'orthographe montre que dans l'orthographe de 1741 seul, les signes de ponctuation finaux apparaissaient, alors que les signes d'ouverture sont déjà présents dans la deuxième édition de 1754, bien qu'ils aient été initialement appliqués surtout aux longues phrases. Et qui en a décidé ainsi ? Il n'y a pas de preuve solide permettant de l'attribuer à une seule personne nommément. Le plus prudent est de dire que c'était une décision institutionnelle de l'Académie royale espagnole. L'Académie espagnole, fondée à Madrid en 1713 et déterminée, s'est consacrée dès ses premières décennies à établir des normes pour l'usage écrit du castillan. Aujourd'hui, la norme est claire. En espagnol, les signes d'interrogation et d'exclamation sont des signes doubles et omettre le signe d'ouverture est considéré comme incorrect dans l'écriture normative. En conclusion, le signe d'interrogation n'est pas né d'une idée isolée, mais de siècles de lecture manuscrite, de l'effort pour transformer l'intonation en une forme visible. Celui d'exclamation est apparu plus tard, dans le milieu expressif des humanistes italiens. Et l'espagnol, au XVIIIe siècle, a suivi sa propre voie. Il a décidé que le lecteur ne devait pas attendre la fin pour savoir comment lire une phrase. C'est pourquoi ces signes sont bien plus que de simples curiosités graphiques.
Ils sont une garantie de clarté, une petite architecture visuelle mise au service de la voix. Et toi, écris-tu toujours les signes d'ouverture ou seulement ceux de fermeture? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour te rappeler quand il y aura une nouvelle vidéo. À très bientôt.